Euh, Merci Geneviève. Donc, si Mhm. quelqu'un, voilà, merci pour le. Hop, je vais enlever, continuer. Euh, oui, c'est ça. Ce que je vous disais, c'est que c'est un comité des partenaires un peu particulier parce que pour la première fois, on l'a ouvert plus largement qu'aux membres habituels qui suivent le projet. Il y a deux raisons à ça. D'une part, parce qu'on termine bientôt la phase 1 et qu'on va débuter cet automne la seconde phase du projet pour une période de 2 ans. Et de l'autre, parce qu'il y a eu un changement de conseillère en transfert. Donc, vous avez remarqué qu'il n'y a plus cette chevelure blonde à l'écran. Non, Marie-France a quitté Marie-France Bellemare, ma collègue qui portait le projet jusqu'en début d'année, est aujourd'hui directrice d'Insertec, une entreprise justement qui lie insertion, technologie et économie circulaire et qui donc va continuer à suivre les travaux avec son nouveau chapeau. Et donc, j'ai repris le flambeau depuis peu du projet. Alors, on s'est dit que c'était, comme on est un peu à un carrefour, que c'était l'occasion de faire un état des lieux, des avancées et de ce qui s'en vient dans les prochains mois. Et ce qui sera l'objectif de notre rencontre, donc de pouvoir se mettre à jour, diffuser un petit peu l'état des travaux et les prochaines étapes. Alors, concernant le déroulement de la rencontre, je vais commencer par une petite rétrospective du projet et des travaux en cours. Je sais que certaines personnes connaissent le projet sur le bout des doigts. Donc, ça sera juste un petit rappel pour certains ou certaines, et puis pour d'autres, une mise à jour. Je vous présenterai ensuite les travaux à venir qui sont prévus dans la deuxième phase du projet. Et puis, on va aller sur un bloc de discussion avec 3 thématiques: le plan de transfert à venir, l'enjeu des données et la question de l'évaluation de la mesure des retombées environnementales. Et puis, un petit mot pour finir sur les prochaines étapes. Rapidement, un petit mot pour débuter. Je pense que tout le monde est à peu près au courant, mais au cas où, qu'est-ce que le TIES, donc Territoire innovant en économie sociale et solidaire? C'est donc un organisme de liaison et transfert en innovation sociale dont le mandat est la veille, la liaison et le transfert de connaissances. Alors, plus concrètement, que fait-on au TIES? Eh ben, on met en lumière des innovations pertinentes pour le milieu de l'économie sociale, et ça dans une perspective de développement du territoire. On fait un travail de liaison, d'animation, toujours dans une approche de co-construction pour que des chercheurs et des experts terrain puissent travailler ensemble à créer des nouvelles connaissances. Et puis ensuite, on va essayer de trouver les meilleures stratégies pour transférer ces connaissances aux personnes ou aux organisations qui peuvent en bénéficier afin qu'ils puissent au mieux transformer leurs pratiques et faire face aux grands enjeux de société. Alors au TIES, ça fait bientôt un peu plus de 2 ans en fait qu'on a commencé. Je parle au nous, mais bien sûr, vous comprendrez que c'était principalement tous les membres des comités de suivi et des partenaires et ma collègue Marie-France qui ont commencé à travailler et à creuser les liens et les potentiels de synergie entre économie sociale et économie circulaire avec donc différents partenaires à travers un projet qui vise à faire la lumière sur l'effet levier que l'économie sociale peut jouer dans une perspective de développement de l'économie circulaire au Québec. Avant d'aller plus loin, j'aimerais revenir en quelques mots aux fondations du projet et à pourquoi on a commencé à s'intéresser aux liens justement qui lient économie sociale et économie circulaire. Alors peut-être la première chose à dire, c'est que oui, il existe des liens de parenté importants entre ces deux notions parce qu'elle s'articule autour d'une proposition de réconciliation d'enjeux à la fois économiques, environnementaux et sociaux à l'échelle des territoires. Et si c'est vrai en principe, dans la pratique, parfois les choses peuvent être un petit peu différentes. Alors, toutes les entreprises d'économie sociale n'ont pas toujours de retombées positives pour l'environnement. Elles ont une gouvernance démocratique, une mission sociale, mais elles peuvent avoir des pratiques d'affaires tout à fait conventionnelles en ayant la même empreinte environnementale que toute initiative. À l'inverse, toute initiative d'économie circulaire ne produit pas toujours que des retombées positives pour les individus et les communautés. On peut prendre l'exemple d'Airbnb et de la spéculation immobilière que ça crée, ou encore des conditions de travail dans certains centres de tri. Toutefois, on voit qu'il y a des liens qui peuvent apporter une plus-value à ces deux concepts-là, parce que tous les deux sont ancrés dans les territoires. Tous deux doivent penser à une coopération importante et on pense que mis ensemble, ça peut permettre un combo gagnant.
Comment me direz-vous? Eh bien, en fait, on pense que, à la fois l'économie sociale, en tant que telle, est susceptible d'apporter un cadre de valeur à l'économie circulaire. Notamment, comme on le disait, parce qu'on a une primauté du bien commun et des personnes sur le capital. Donc les initiatives vont prendre des décisions, en fonction des retombées environnementales et sociales avant de prioriser le rendement économique. On a une gouvernance démocratique qui permet de donner une voix à l'ensemble des parties prenantes et de préserver la mission sociale. Et l'innovation sociale parce que, on sait que si on veut voir venir une transition socio-écologique, il faut de l'innovation technologique, mais ça prend aussi de l'innovation sociale pour changer les façons de faire, les façons dont les milieux, les communautés sont, organisés. Parallèlement, l'économie circulaire apporte aussi des ingrédients vraiment intéressants pour l'économie sociale parce qu'il y a des nouveaux modèles d'affaires, des nouveaux types d'activités qui peuvent être proposés justement aux entreprises et qu'on va les amener à s'intéresser un peu plus aux écosystèmes, à la gestion des ressources et finalement à avoir une contribution plus forte et plus concrète sur cette transition socio-écologique qu'on cherche à faire avancer. Alors, c'est des éléments qui nous ont fait creuser plus en détail les liens entre ces deux concepts. Je vais vous faire maintenant une rapide rétrospective du projet et vous dire où nous en sommes dans nos travaux. Alors, donc la première phase du projet a débuté, comme je vous le disais, en 2019 et va se terminer en août 2021, tandis que la seconde débutera cet automne et finira donc 2 ans plus tard, à l'automne 2023. Alors, j'ai mis quelques jalons importants. Premier jalon, c'est bien sûr la mise en place de la gouvernance du projet, un projet sur lequel on travaille avec plusieurs partenaires au sein à la fois d'un comité de suivi et d'un comité des partenaires dans lequel on retrouve des chercheurs et des praticiens, qu'ils soient de l'économie sociale ou de l'économie circulaire. Et c'est bien sûr ce qui fait toujours la richesse des projets du TIES. 3 grands jalons ont suivi qui ont d'abord visé, à documenter les initiatives les plus porteuses portant sur différentes stratégies d'économie circulaire. Il y a des entrevues qui ont été faites à peu près auprès de 25 entreprises qu'on a essayé de documenter sous toutes leurs coutures. Donc gouvernance, retombées, modèle d'affaires. Ces entreprises étaient présentes dans 11 régions du Québec. Il y avait autant des coopératives, des OBNL qui avaient des activités liées aux différentes stratégies d'économie circulaire. Donc, on avait autant une représentativité des milieux que des filières. Et ceci nous a permis d'identifier 8 types de modèles d'affaires associés à différentes stratégies d'économie circulaire. Pour vous les présenter rapidement, on avait donc les éco-designers avec qui vous voyez le lien avec l'éco-conception, donc des entreprises d'économie sociale qui vont développer, produire, vendre des produits faits à partir de matières récupérées. Parfois, elles ont leur propre ligne de produits, parfois, elles vont produire sur mesure pour différents clients. Les mutualisateurs qui, eux, sont liés à l'économie collaborative, l'économie du partage. Leur rôle va être de coordonner, d'offrir un soutien opérationnel pour permettre le partage de produits entre de nombreux usagers, ce qui va permettre de maximiser l'utilisation de ces produits au sein d'une communauté. On le voit aussi bien avec des voitures, des vélos, des outils, même des couches lavables. Il y a les commerçants seconde main. On pense bien sûr, entre autres, aux ressourceries. Il y en a à peu près une vingtaine à travers le Québec, mais aussi à d'autres types de magasins qui, eux, ont développé des spécialités sur certains créneaux ou matières et qui vont opérer des magasins de vente d'objets usagés pour favoriser leur réemploi. Alors, certains de ces magasins vont être spécialisés dans une matière comme les matériaux de construction. D'autres vont avoir une large palette de produits en vente, comme les ressourceries, avec des vêtements, des meubles, des livres, des électroménagers, des articles de maison, des jouets, etc. Les réparateurs, ici, c'est des entreprises d'économie sociale qui offrent un service d'entretien et de réparation qui va permettre de prolonger la durée de vie des produits. On en a vu principalement dans les vélos, le vélo, les vêtements, l'informatique, mais aussi beaucoup dans d'autres filières dans lesquelles les activités de réparation pourraient être structurées, notamment le meuble, l'électroménager, l'électronique ou encore les accessoires de meubles, de mode. Les logisticiens,
Alors eux, ça va être des entreprises qui s'intéressent aussi en fait au réemploi des matières, des produits, mais qui vont offrir un service de gestion de matières résiduelles clé en main, spécialisé souvent dans un gisement précis. Donc dans un type de matière vraiment en particulier, ça va être des entreprises qui vont coordonner la réalisation avec différents partenaires, souvent des sous-traitants, les étapes qui vont permettre de transformer des matières résiduelles en ressources propices au réemploi ou au recyclage. Donc, elles vont se retrouver par la bande à vendre des produits ou des matières seconde main et on en retrouve autant dans le secteur de l'alimentation. On peut penser à toutes les entreprises qui ont un mandat, par exemple, de moisson, donc qui vont récupérer des surplus alimentaires et qui vont développer ensuite toute une chaîne logistique pour que ces aliments soient redistribués ou transformés. On le voit aussi dans les matériaux de construction ou encore dans les décors de théâtre ou de cinéma avec par exemple EcoCéno que certains connaissent peut-être à Montréal. Récupérateurs. Alors un autre modèle et non le moindre, les récupérateurs qui, eux, jouent un rôle important dans la stratégie du recyclage en prenant en charge une partie des opérations qui sont liées au recyclage, les étapes en fait plus en amont, c'est-à-dire la récupération de la matière en se spécialisant dans des opérations de cueillette, de tri, de démantèlement, de traitement et de conditionnement et pour les revendre ensuite et qu'ils soient réutilisables par des gens qui peuvent les transformer en nouveaux produits. On voit des récupérateurs en économie sociale dans la filière du métal, du plastique, du papier, du carton ou encore des matelas. Il y a les transformateurs, c'est un peu l'autre étape dans le processus du recyclage, la transformation. Ce sont des entreprises qui ont des installations, des équipements sont de type industriel et qui vont offrir un service de sous-traitance industrielle en conditionnement et transformation de la matière. Et pour finir, le petit dernier, les hubs artisans, donc des entreprises ou un peu type Fab Lab qui vont offrir un accès à des espaces et des équipements de prototypage et de transformation de la matière, que ce soit le bois, le métal, des textiles, du plastique, et qui vont favoriser en fait la réappropriation par les citoyens d'expertise liées à la fabrication d'objets. Alors, je retourne à ma petite frise, donc phase de documentation et prochain jalon suite à la documentation et à l'identification de ces 8 modèles, ça a été de poursuivre le travail en suivant le déploiement d'initiatives concrètes dans quelques régions et types de milieux et de continuer justement à faire des apprentissages. Donc, il y a 5 entreprises d'économie sociale et circulaire qui ont été sélectionnées. Je vais rapidement quand même vous les présenter. On a toujours en fait Recycdon, qui est une ressourcerie à Sainte-Anne-des-Plaines, si je ne me trompe pas. On a EcoCéno, une entreprise spécialisée justement dans le réemploi, comme je vous le disais, des décors de théâtre et de cinéma. Nous avons également, qui est basé à Montréal, Réemploi Plus, basé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est un projet de réemploi qui vise à valoriser des matières principalement issues des secteurs de la construction, de la rénovation et de la démolition à travers la mise en place notamment d'ateliers avec des activités de réparation, d'une quincaillerie où ils vont pouvoir vendre ces matériaux réemployés et d'activités d'insertion socio-professionnelle. Donc, les matériaux vont être collectés dans plusieurs écocentres de la région et vont suivre cette chaîne logistique. Donc, le projet est en plein boom, en plein démarrage en ce moment même. Donc, nos entrepreneurs sont bien occupés. On a également le quatrième, c'est la coopérative Agri-Énergie Warwick, qui est la première coopérative agricole dédiée à la production d'énergie renouvelable au Québec. Donc, elle réunit actuellement une dizaine de producteurs agricoles de la MRC d'Arthabasca qui produiront du gaz naturel renouvelable à partir en fait des lisiers et de fumier de bovins laitiers mélangés à des matières organiques résiduelles d'entreprises environnantes. Le complexe de biométhanisation est développé, construit et opéré par la coopérative, la COP Carbone, qui est une coopérative de solidarité. Et puis enfin, 5e projet, c'est Défi Polytech, qui est une entreprise adaptée qui assure entre autres la coordination d'une offre intégrée autour du traitement d'appareils électroménagers en fin de vie.
qui va superviser la cueillette, l'analyse, la réparation, le démantèlement, le recyclage et aussi qui est en pleine effervescence avec la nouvelle REP sur les électroménagers. Donc, suivi de ces 5 entreprises, animation également d'une communauté de pratique des ressourceries avec quelques ressourceries qui nous permettent également de documenter des freins, des leviers en collaboration avec le chantier de l'économie sociale. Et puis, troisième élément important, eh bien, c'est le travail sur la viabilité des modèles d'affaires. On est, comme vous le verrez, on est vraiment ici en ce moment. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de potentiel dans ces modèles. Plusieurs, d'ailleurs, s'en sortent très bien, mais d'autres ont une situation parfois plus fragile ou encore des modèles viables, mais avec un impact environnemental plus limité. Alors, ceci nous a amené à vouloir explorer différentes voies qui vont nous permettre de renforcer et pérenniser ces modèles. On travaille actuellement sur ce mandat avec Frédéric Plante de Laboratoire Conseil et à l'heure actuelle, on a réalisé déjà 2 ateliers de remue-ménage avec des acteurs concernés par la thématique sur donc les activités, les réparateurs et puis les matériothèques. Donc, certains ont peut-être participé à ces 2 premiers ateliers et ça va se poursuivre là jusqu'à la fin de l'été. Cela nous amène tranquillement à la fin de la première phase de ce projet et à se tourner maintenant vers la suite du projet et donc de sa deuxième phase qui va viser notamment à transférer les meilleures pratiques et modèles d'affaires à travers les régions, une étape que d'ailleurs on a débuté mais qui va prendre plus d'ampleur à l'avenir. Hop. Alors, concernant voilà, la phase 2, on a 2 grands axes de travail. Le premier volet est celui du transfert des apprentissages, des pratiques et des modèles documentés jusqu'à présent. C'est vraiment sur ça qu'on va mettre notre attention dans les 2 prochaines années, afin qu'ils soient connus, répliqués. Ce transfert va être structuré notamment à travers un plan de transfert qui sera co-construit et sur lequel on va se pencher justement juste après. Il y aura également du transfert à travers des projets connexes dont pour l'instant nous sommes en attente de leur confirmation, mais je peux quand même vous en dire un tout petit mot. Donc le premier, c'est un projet en lien avec la ville de Montréal et son plan d'action qui vise à consolider la chaîne entrepreneuriale de la transition écologique. Alors, on souhaite réaliser dans ce cadre-là une série d'activités de transfert et de maillage pour accélérer le déploiement d'entreprises et de modèles d'affaires innovants qui conjuguent économie sociale et économie circulaire. Ces activités de formation, mais aussi de co-construction, de réseautage vont viser autant des accompagnateurs que des entreprises sur le territoire montréalais et nous aurions pour partenaire principal le CESIM, donc le pôle d'économie sociale de Montréal. Mais encore une fois, nous sommes en attente de confirmation. Le second est une mission de coopération France-Québec, un projet qui a été déposé, une demande qui a été déposée cet automne et qui vise l'échange de bonnes pratiques entre acteurs de l'économie sociale qui travaillent à circulariser la filière des électroménagers à travers des activités de reconditionnement, de réparation, de revente et de démantèlement d'appareils électroménagers. Mais en ce moment, on a quelques questionnements vu le contexte sanitaire et les difficultés à voyager. Donc, ce serait un échange entre plusieurs acteurs québécois et le réseau Envie en France, que certains connaissent peut-être. Le second volet de travail consistera pour sa part, lui, à documenter 2 filières. Alors, on s'est intéressé dans la première phase du projet à l'ensemble des filières concernées par l'économie circulaire, mais là, il y a 2 filières qui ont particulièrement retenu notre attention. La filière d'abord agroalimentaire et la filière des matériaux de construction et des composants du bâtiment. Alors, non seulement ce sont 2 filières qui produisent de gros volumes de déchets au Québec et pour lesquelles on sait que la circularisation leur permettrait d'enregistrer des gains considérables en matière de réduction de gaz à effet de serre. Aussi, c'est 2 filières qui mobilisent de nombreux acteurs au Québec qui sont soucieux, tout comme nous, de trouver des solutions innovantes pour améliorer ce bilan environnemental. Et d'ailleurs, on est très heureux de suivre un projet lancé par un de nos principaux partenaires
qui est le CERIEC, le Centre d'études et de recherche intersectorielle en économie circulaire, qui qui a lancé en fait un écosystème de laboratoires d'accélération en économie circulaire. Alors, c'est des laboratoires qui visent à co-créer des solutions, des technologies, des connaissances pour accélérer justement la circularisation des ressources pour des secteurs clés. Et leur premier laboratoire porte justement sur la filière de la construction, ce qui va nous permettre de bien mailler nos travaux dans la prochaine année. Pour ces deux filières, on va tenter donc de comprendre et schématiser les rôles, les types d'activités et les modèles d'affaires propices pour l'économie sociale, justement dans la mise en place d'une boucle de valeur. Et ceci va tranquillement nous amener à notre bloc de discussion avec nos trois thématiques. Il va être temps parce que j'ai commencé à perdre ma voix. Alors, on pourra discuter les questions. J'avance je souhaite avancer quand même rapidement puisque je sais que le temps est limité ce matin et je veux qu'on se garde du temps pour les blocs de discussion. Donc, on va poursuivre sur les trois thématiques sur lesquelles on veut avoir votre avis. Et la première, c'est le plan de transfert. Donc, comme vous le savez, on a documenté toutes sortes de connaissances. Mais maintenant, la question qui va se poser, c'est comment et à qui on va les transférer pour qu'elles servent au mieux les acteurs sur le terrain. Mais avant de vous présenter une ébauche de notre plan de transfert pour la phase 2, je voulais souligner le fait que le transfert et la diffusion, en fait, ont déjà commencé et ont même déjà commencé à porter leurs fruits, que ce soit du côté aussi bien de la recherche que de celui de la pratique. J'ai donc demandé à 2 personnes qui participent au comité de suivi de venir nous dire un mot sur comment justement le fait de participer à ce comité, aux travaux du TIES, ça a pu avoir un effet dans leur propre milieu. Donc, je vais donner la parole à Martine Vézina, qui est professeure à HEC Montréal, et à Marc-André Caron, qui est directeur du pôle d'économie sociale des Laurentines. Alors, Martine, si tu veux débuter, à toi la parole. Oui, bonjour. On n'a pas beaucoup de temps, mais je mentionnais à Solène que ça peut être intéressant de voir quels effets ou quelles retombées ça a pu avoir les travaux auxquels on a participé au TIES dans le monde de universitaire, je dirais. Ce n'est pas seulement de la recherche parce qu'on le voit aussi, on le fait aussi au niveau de l'enseignement. Donc, peut-être enseignement, recherche et transfert, puisque les universités commencent à font pas que commencer, mais s'intéressent aussi et posent des actions. Donc, et là, je parle vraiment pour HEC Montréal parce que moi, j'ai été impliquée dans le projet depuis le début. Emmanuel Rofflet s'est joint après, Raphaël Ziegler un peu plus récemment, donc ils sont des collègues de HEC en management. Je sais qu'il se fait des choses à l'ETS, etc. Mais nous, on l'a vraiment pris autour du thème de ce projet-ci qui est économie sociale et économie circulaire, sachant que moi, c'est mon thème de prédilection, mais que mes autres collègues sont aussi sur d'autres thèmes en lien avec l'économie circulaire. Et en tout cas, ce qu'on a pu faire à partir du travail fait au TIES, donc de la première phase, ou en tout cas du premier financement, au niveau de l'enseignement, et je vois Cynthia qui pourra témoigner comme étudiante, mais maintenant, elle est rendue ailleurs, donc on génère des ambassadeurs. Mais en tout cas, depuis, je dirais, il y a toujours eu l'école d'été. Et Marie-France a participé à l'école d'été pour présenter d'abord l'économie sociale. Et je pense que les derniers temps, c'était aussi pour présenter ce lien économie sociale, économie circulaire. Je pense Solène aussi. Moi, je l'avais fait il y a quelques années. Mais donc, une présence à l'école d'été de l'économie sociale. Donc, l'école d'été en économie circulaire qui est organisée à l'Université de Montréal. Et dans nos cours aussi, à la fois des cours en développement durable, des cours en innovation sociale, on intègre cette question
des modèles de gouvernance ou plus spécifiquement de la place de l'économie sociale comme levier dans des boucles d'économie circulaire. Et donc, je dirais depuis 3 ou 4 ans, c'est beaucoup plus présent dans les cours, dans les enseignements, ce qui est quand même nouveau parce que déjà enseigner l'économie sociale dans les cours, c'est peu présent. Et donc là, on le passe par le développement durable. Donc, je pense que ça permet de mettre l'économie sociale et ça suscite beaucoup d'intérêt. Tellement d'intérêt, je vous dirais que moi, je le vois depuis 1 an, puis peut-être 2 ans. Il y a plusieurs étudiants qui m'interpellent après pour faire des mémoires de maîtrise ou des projets supervisés autour de ces questions de la place d'autres modèles de gouvernance en économie circulaire, parce que de façon générale, en développement durable, on traite peu de cette question-là. On a le modèle classique en tête. Et donc, d'ailleurs, Ecoseno, Catherine Anne ou Anne-Catherine, je ne me rappelle plus. En tout cas, c'était une étudiante que moi, j'avais supervisée dans son plan d'affaires et elle était très sensible aux questions, que ce soit un modèle collectif venant de la culture. Donc, on voit beaucoup de ces mémoires-là d'étudiants en développement durable, un, qui découvrent l'économie circulaire et deux, qui découvrent aussi l'importance de modèles de gouvernance alternatifs, disons, à la grande entreprise pour un peu dans leur projet. Et donc, ça va m'amener peut-être au transfert. On a de ces étudiants, Cynthia a participé aussi, qui ont aussi des projets de développement d'entreprises collectives en économie circulaire. Je pense à, vous connaissez Coop Boomerang dans la transformation de la drèche en farine. Et donc, Retourne-y, où on a aussi, c'est une coop de solidarité, donc des étudiants qui veulent faire leur projet supervisé autour aussi de la création d'entreprises collectives, de différents modèles de gouvernance en économie circulaire. Et on a chez nous Entreprisme, qui est un parcours d'entrepreneuriat en général, et on voit d'année en année qu'il y a de plus en plus de projets autour d'entreprises collectives en économie circulaire. Et il y a une étudiante dans son parcours qui a réfléchi à la question, est-ce que ce parcours-là est un parcours qui donne un levier au modèle collectif, qui accorde une place. Donc, on co-construit aussi avec les gens d'entreprise pour faire un petit peu plus de place au modèle d'entreprise collective, souvent en économie circulaire, mais pas que, ou en développement durable. Alors, du point de vue, donc, les étudiants, il y a vraiment un appétit très grand, des étudiants beaucoup en développement durable, peut-être un peu en innovation sociale. Du point de vue de la recherche, je l'avais déjà mentionné, à partir du travail du TIES, de la banque de données du TIES, on a commencé à faire des analyses un peu transversales sur certains thèmes et présenter dans des colloques scientifiques, le colloque du CRISE, mais aussi en France, en économie rurale, donc la Société française d'économie rurale. Et là aussi, ça suscite de l'intérêt d'avoir une approche qui met de l'avant les modèles de gouvernance comme effet de levier. Il y a, on essaie aussi de rendre visible le projet, les problématiques qui sont derrière, etc., dans différentes conférences ou groupes de recherche, des présentations au pôle 3EC, à IDEOS chez nous aussi. Et donc tout ça nous amène, c'est nouveau hein, comme problématique de recherche. On a fait des revues de littérature, Cynthia a aussi participé. Il n'y a pas beaucoup de choses. Et donc, on patauge un peu dans tout ça en allant, en s'inspirant je dirais, de cadres théoriques, d'analyses qui viennent d'ailleurs. Mon collègue Raphaël est plus en workplace democracy. Moi, je suis un peu plus sur la gouvernance. Donc, on patauge un peu autour, mais le projet du TIES nous a permis de se mobiliser autour de ça. Et là, on se pose des questions parfois un peu générales. Et donc, on a déposé un projet de financement pour financement à HEC Montréal dernièrement, où on souhaiterait développer un cadre d'analyse, un projet d'une année autour de l'économie sociale, l'économie circulaire, mais avec une perspective
micro des organisations, mais aussi méso et macro, et dans une perspective comparative. Donc, ça nous ouvre avec nos réseaux un peu internationaux d'aller voir, mais qu'est-ce qui se fait autour de ça en Suède, en Allemagne, au Mexique, en Amérique du Sud, en France. Et donc, le projet vise d'abord à un peu consolider notre connaissance, toujours à partir de la banque de données du TIES, du travail qui a été fait, mais aussi après de développer un réseau de chercheurs internationaux sur ces questions-là et à travers le développement d'un cadre d'analyse qui permettrait après ça d'identifier des problématiques plus spécifiques pour développer des projets un peu plus spécifiques. Et à travers tout ça, bien, ce qu'on souhaite, évidemment, c'est de financer des mémoires de maîtrise ou des projets supervisés autour de thèmes comme économie sociale, économie circulaire et technologie. J'ai déjà eu un peu ces discussions-là avec Daniel sur est-ce qu'on est forcément dans du low-tech en économie sociale voilà, ou est-ce que on pourrait avoir de l'économie sociale, d'économie circulaire, un peu de type start-up, et c'est quoi les conditions pour ça, avec un peu plus de technologie, un peu comme code carbone, etc. Donc, c'est des questions qu'on va se poser sur gouvernance, financement, place de la technologie. Et je vais arrêter, Solène, mais je veux juste vous dire aussi que ce sur quoi ça nous ouvre aussi, c'est d'intégrer une dimension peut-être plus sociale, territoriale et communautaire dans la réflexion sur l'économie circulaire au-delà de l'économie sociale. Parce que suite à l'école d'été en économie circulaire, il y a des étudiants qui ont dit, ben nous, on aimerait ça s'intéresser à l'emploi en économie circulaire. Ce qu'on allait que finalement, l'économie circulaire va limiter les délocalisations. Est-ce que c'est vrai quand on regarde la littérature? Est-ce que c'est vrai quand on regarde les rapports qui sont faits au niveau international? Donc, on a des étudiants qui travaillent à cette revue de littérature-là et de rapports, littérature grise et littérature plus scientifique, notamment sur les grands organismes syndicaux, de main-d'œuvre au niveau international et de voir quelles questions sont posées autour de l'emploi. Est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'on sort un peu d'économie circulaire, mais quand même, ça nous, le fait qu'on amène ces dimensions-là dans une école ou dans nos cours, ça permet en fait de générer peut-être des problématiques nouvelles autour d'économie circulaire qui sont peut-être pas les plus naturelles, je dirais, dans les travaux qui sont peut-être plus orientés technologiques ou avec un levier technique plus important. Donc, c'est peut-être un peu ce que je disais, on est en pleine ébullition, mais il y a des choses plus concrètes qui sont en train de se mettre en place et je vous inviterais dans cet esprit-là, si vous avez des travaux à faire. On a toujours des étudiants dans nos cours innovation sociale, développement durable. On veut les faire travailler sur des mandats utiles. Et donc, ne vous gênez pas de nous interpeller à HEC ou ailleurs pour faire travailler des étudiants pour avancer des mandats qui vous préoccupent. Et je vous le dis, ils travaillent vraiment très, très bien, que ce soit à l'école d'été ou dans des cours. Donc, je vous lance l'invitation. L'appel est lancé, Martine. Merci beaucoup. Puis moi, j'adore entendre parler, Martine, de tout ça parce que je trouve que ça illustre et ça donne beaucoup de sens au travail, à ce qu'on appelle la co-construction, de se dire qu'on crée des espaces où chaque personne ou acteur arrive avec son bagage de connaissances et puis on fait un brassage et les flèches auraient dû être dans les deux sens parce que ça permet d'enrichir les travaux des uns et des autres et d'aller plus loin sur les réflexions. Donc, je pense que toutes ces thématiques-là, on va le suivre. Puis Martine, Emmanuel, d'autres vont continuer à travers le comité de suivi à pouvoir nous alimenter sur ces sujets-là. Donc, oui, c'est toujours plaisant. Alors, je vous préviens, je pense que c'est la diapositive de la honte. Donc, il y a des S en trop. Et Marc-André, tu me pardonneras, les Laurentides sont devenus les Laudrantides. Alors voilà, je suis désolée pour ces petites coquilles. Et je vais te laisser, toi aussi, Marc-André, pouvoir présenter comment ça a pu avoir un effet de ton côté, le suivi de ces travaux. Ben oui, donc, ben oui, je suis Marc-André à la direction de l'économie sociale de Laurentides. Dans le fond, on est impliqué sur le comité de suivi depuis quelques temps. Puis,
ce travail-là, je trouvais qu'on réussissait à mettre des mots sur des approches. La définition de la typologie aussi permettait aussi de mieux comprendre la dynamique entre l'économie sociale et l'économie circulaire. Et j'avais une préoccupation qui était, mais il ne faut pas garder ça pour nous. Parce que j'avais le sentiment que cette typologie-là permettait aussi de rallier. Et c'est dans cet esprit-là qu'on s'est associé avec le fonds EcoLeader pour faire une présentation des différents modèles d'affaires, mais en mettant aussi un peu là, le projecteur sur les ressourceries. Dans le fond, et ça permettait, dans le fond, de créer ces maillages-là entre le fonds EcoLeader, dans le fond, une ressourcerie et l'écosystème de l'économie sociale. Donc, on avait aussi la chance, dans le fond, d'avoir Véronique Siméon de Recycdon qui en profitait aussi pour faire un témoignage sur mais comment, dans son organisation, cette préoccupation-là entre l'économie circulaire et l'économie sociale était très présente. Dans le fond, Véronique, si vous la connaissez, là, une grande passion pour l'économie circulaire et elle voit les liens dans le quotidien, dans l'application aussi là, dans son organisation. Ce premier événement-là a conduit à un deuxième, dans le fond, qui était un atelier avec les ressourceries, parce qu'on se disait, mais ben, c'est beau de présenter les modèles d'affaires. En faisant le lien avec le fonds EcoLeader, on disait, mais il y a peut-être une capacité à aller plus loin pour soutenir les ressourceries et de faire le lien avec le fonds EcoLeader au niveau de développement soit des communautés de pratique, soit de développement de différents modèles d'évaluation. Donc, on a ouvert la discussion aussi là, autour d'un atelier dans une ressourcerie. À tous les mois, au pôle, là, on a une activité qui s'appelle l'économie sociale, ça collabore. Donc, et on a créé un événement qui était l'économie sociale, ça collabore pour les ressourceries. Donc, on disait, mais comment on peut favoriser ces plus grandes synergies-là entre les ressourceries? Et le troisième impact, dans le fond, qu'on peut voir, c'est, dans le fond, à regrouper, dans le fond, comme on avait une typologie, comme un sentiment d'appartenance qui grandit, on voit que dans les Laurentides, 6 ressourceries et une matériothèque, dans le fond, se sont associées pour déposer un projet de mesure d'impact social et environnemental des ressourceries, de manière à développer aussi, puis mettre en valeur les résultats dans le fond, comme citoyen corporatif, dans le fond, que l'impact de ces entreprises d'économie sociale-là, mais vont aussi au-delà juste du détournement de la matière dans des sites d'enfouissement. Il y a un impact sur le développement local, il y a un impact sur l'intégration et l'insertion des personnes, la diminution des iniquités. Donc, en disant, mais on a eu ce désir-là de développer un projet de mesure d'impact, dans le fond, et ça, c'est ce qui devrait se dérouler là, au cours de la prochaine année. Donc, dans le fond, c'est les répercussions, dans le fond, que le travail, déjà, là, on voit qu'il y a un essaimage qui se fait au sein des Laurentides. Si tu as des questions, je suis prête à prendre les questions. Je pense pas, mais je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce qui se passe chez nous. Merci beaucoup, Marc-André. Merci à tous les deux. Je voulais justement vous montrer que même si on va davantage travailler sur une stratégie de transfert dans les 2 prochaines années, ben ça a déjà quand même commencé. Puis là, ces 2 exemples, il y aurait pu en avoir d'autres. Et puis, concernant les activités de diffusion aussi, là, c'est juste depuis mars. C'était pour montrer, il y avait eu plusieurs présentations du projet dans différents contextes. Et notamment, le plus important, c'est celui qui est à venir et que je vous invite chaleureusement à ajouter à votre agenda, qui va viser en fait à inviter les 5 projets qu'on a suivis à venir les découvrir un peu plus en détail. Donc, ce sera le 16 juin de midi à 13h30 et ça sera vraiment ces 5 beaux projets en plein déploiement pour certains. Donc, ça va être très chouette d'en apprendre plus.
OK. Alors, en fait, afin de répondre aux besoins, des acteurs sur le terrain et des outillés à développer des initiatives d'économie circulaire, durable, innovante, structurante, on, souhaite mettre en place un plan de transfert, une stratégie de transfert autour des modèles d'affaires porteurs et des différents apprentissages documentés. Alors, une telle stratégie, va bien sûr s'appuyer sur l'expertise du TIES, mais aussi, sur celle de ses partenaires et impliquera, bien sûr nos relayeurs, donc des acteurs qui vont, assurer ensuite le transfert et la diffusion de ces connaissances au sein de leur propre réseau. On peut penser à des organismes de soutien, à l'économie sociale, au réseau des Synergies Québec, à d'autres. Je vais vous présenter rapidement le tableau et puis j'aimerais, prendre un peu le pouls sur ce tableau-ci, sur les pistes qui sont là. Alors si vous avez, des idées, d'outils qu'il ne faudrait pas oublier, de stratégies, d'objectifs ou des commentaires par rapport à cette première ébauche, de plan de transfert et ça sera, bienvenu. Peut-être juste 2 notes. Comme, tout ne rentrait pas dans ma diapositive, j'ai ici pris uniquement les bénéficiaires directs. Il pourrait y avoir des bénéficiaires indirects, des publics cibles secondaires, financeurs, bailleurs, acteurs publics, municipalités. Donc, je les ai pas mis dans les publics cibles, mais, quand on ira vers un plan, plus final, ils s'y retrouveront. Et puis, autre élément, certains outils que dans la partie outils et moyens pourraient bénéficier en fait à absolument tous les publics, mais j'ai voulu les positionner dans le tableau en fonction de à qui il me semblait ils correspondaient le plus, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas servir à l'ensemble des publics. Et enfin, j'ai pas mis dans ce plan de transfert, là aussi par manque de place, les partenaires avec qui on pourrait travailler sur chacun, par exemple des outils, ou des publics. Mais bien sûr, ça fera partie, du plan de transfert final. Alors, public cible, on a bien sûr les entreprises d'économie sociale, celles qui sont en train de se créer ou des entreprises existantes, les accompagnateurs d'entreprises d'économie sociale. Et ça peut être aussi bien des conseillers en économie sociale, des conseillers en symbiose industrielle, des conseillers en développement durable, des conseillers éco-leaders. Et puis les référents nationaux, autant du côté de l'économie sociale que de l'économie circulaire, donc comme le chantier, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, le réseau Synergie Québec, etc. Donc, je commencerai brièvement par vous présenter la colonne des entreprises. Donc, bien sûr, l'objectif, c'est de vouloir susciter le développement de nouvelles entreprises ou le changement d'échelle d'entreprises existantes, de pouvoir améliorer leur potentiel de pérennité, les retombées sociales et environnementales qu'elles ont, de favoriser leur mise en réseau, le maillage, de favoriser aussi l'accès à des nouvelles connaissances, de favoriser leur reconnaissance auprès d'acteurs institutionnels, privés, etc. Dans les stratégies envisagées, il pourrait y avoir des communautés en fait, il y a des communautés de pratique, des activités de formation, de diffusion ou des ateliers plus pour travailler ensemble à co-construire des nouvelles connaissances, des activités de maillage, des événements. Et dans les outils, en fait, pour la colonne des outils, c'est ce qu'on s'est pour l'instant engagé à faire dans la phase 2 du projet. Vous verrez, certains ne sont pas encore vraiment précisés. On n'a pas encore précisé la nature, ou donc ça peut encore prendre différentes directions, mais on avait envisagé de faire une capsule vidéo qui présenterait certaines entreprises inspirantes et au moins 4 événements en ligne pour présenter des modèles d'affaires ou pour favoriser l'appropriation de certains modèles. C'est au minimum, parce que je pense qu'il y en aura plus dans toute la durée du projet. Pour les accompagnateurs, les objectifs sont de les outiller, de favoriser l'accès aussi et là à de nouvelles connaissances qui vont leur permettre d'être mieux guidés, de mieux guider les promoteurs accompagnés, de favoriser aussi une meilleure compréhension des enjeux et de retombées que peuvent avoir les initiatives et de faire connaître les pratiques innovantes. Là aussi, même type de stratégie, mais en plus, il y a le fait de participer à la gouvernance du projet à travers les comités.
Et pour les outils moyens, on envisageait de faire une trousse d'outils dédiés aux accompagnateurs qui pourraient comprendre plusieurs types d'outils comme des supports de présentation, des fiches synthèse, etc. Et enfin, les référents nationaux, où là, on souhaite transmettre les résultats des recherches, qu'ils puissent mieux identifier les leviers institutionnels pour appuyer les initiatives et qu'ils puissent ainsi mieux ajuster, par exemple, les conditions de financement ou établir des meilleurs diagnostics. Là aussi, différentes stratégies qui rejoignent celles des accompagnateurs. Et dans les outils moyens, on avait l'idée de faire un livret, peut-être sous forme d'infographie, sur la pertinence justement de conjuguer les principes de l'économie sociale et de l'économie circulaire, pourquoi c'est pertinent, et une série de 8 livrets, soit un par modèle d'affaires, plus 2 livrets, 2 cahiers thématiques sur les 2 filières qu'on va regarder plus en détail. Alors c'est vraiment c'est une ébauche très préliminaire. C'est un plan de transfert qui va être travaillé, retravaillé, bonifié. Mais on était curieux de faire un petit coup de sonde et d'avoir un petit peu votre avis sur est-ce que ce plan a du sens? Est-ce que vous voyez des choses vraiment qui manquent? Est-ce que vous faites partie de partenaires intéressés à collaborer sur certains aspects de ce plan? Voilà, alors je ne sais pas si quelqu'un veut briser la glace. On prendrait un petit 5 minutes pour faire 5-10 minutes pour faire un tour. Oui, alors j'ai Daniel. Oui, en fait, c'est un beau plan, bravo. En fait, je pense que c'est relativement complet. Moi, j'aurais envie de suggérer au niveau en fait, de la première cible là, sur les entreprises là, d'économie sociale, au niveau des moyens, une communauté de pratique pourrait être faite sur la plateforme Québec circulaire. La plateforme a été conçue, entre autres, justement pour accueillir des communautés de pratique. Donc, il faudrait trouver évidemment un organisme qui pourrait animer cette communauté, mais je pense que ce serait intéressant de pouvoir se servir de la plateforme pour, je dirais, faire converger là, tous les intervenants qui s'intéressent à la chose. Tout à fait. Entre eux, en fait, là, d'initiatives, de solutions, d'idées, Alors, moi, j'invite en fait les intervenants du projet là, à pouvoir réfléchir à ça, puis communiquer éventuellement avec Émilie Chiasson, en fait, chez nous, là, qui est responsable de la plateforme Québec circulaire. Super, c'est noté. Je ne savais pas que sur Québec circulaire, il y avait un espace plus On ne dédié l'a pas beaucoup utilisé à date, mais on veut le faire de façon beaucoup plus intensive là, je dirais, dans la poursuite de la plateforme là, pour les prochaines années. Excellent. Merci, Daniel. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre? Oui, Martine. Je ne sais pas si c'est pertinent, mais moi, je me demande comment mettre de l'avant l'idée d'écosystème parce que moi, je le vois par des projets que j'accompagne d'étudiants et tout, surtout ceux qui demandent en l'économie circulaire, parfois, pas toujours, pour certaines stratégies, il y a une nécessité quand même de développer rapidement le projet, que la croissance soit presque inscrite dans le projet parce que, bon, on a besoin de volume pour que ce soit pérenne, etc. Et ce qu'on voit, c'est que la question de développer le projet en même temps que de développer l'écosystème devient vraiment important. C'est comme des nouvelles filières presque qu'on développe. Puis l'organisation qui le fait toute seule, se retrouvent avec des partenaires potentiels qui ne sont pas sur la même logique. Comment amener cette dimension-là dans le transfert, de prévoir leur projet aussi en termes de développement des autres acteurs complémentaires pour que le projet soit viable? Je ne sais pas comment, c'est de la mise à l'échelle, mais et moi, ça m'apparaît important dans certains types de stratégies en économie circulaire où on est en train de créer une nouvelle filière et pas juste un nouveau produit ou une nouvelle organisation comme telle. Du côté du tiers, j'ai l'impression que ce qu'on peut faire, c'est de mettre à jour l'information sur où en est l'écosystème d'une filière en particulier. C'est quoi les freins, les leviers, etc.
et de s'assurer, une fois que ces freins, par exemple, ont été identifiés ou leviers, que les bons acteurs, par exemple le chantier de l'économie sociale, puissent travailler justement à déverrouiller les différents aspects pour que les projets puissent prendre plus d'ampleur et se développer dans une filière un peu nouvelle. Je pensais justement sur la question des matériaux de construction, même sur la question du textile, souvent il y a beaucoup de freins institutionnels, etc. Donc je me dis que du point de vue du TIES, ce que je vois, c'est ce qu'on peut faire, c'est mettre l'information à jour et s'assurer que les bonnes personnes aux bons endroits travaillent à déverrouiller. Mais peut-être, Martine, ce n'est pas exactement ça que tu voulais dire. Non, pas tout à fait. Bien, je pense en termes de chaîne de valeur, pas juste au niveau institutionnel, mais en termes de chaîne de valeur. De les développer, les gisements. Puis parfois, il faut développer l'acteur qui va amener le gisement parce que l'acteur n'existe pas comme tel. Tu sais, je pense à quoi Boomerang, qui doivent avoir beaucoup, beaucoup de volume. Ils veulent faire quelque chose de circulaire à Montréal, mais ils doivent développer l'écosystème des boulangeries qui vont accepter de transformer cette farine-là parce qu'il n'y en a pas actuellement, de ceux qui vont accepter de le vendre. Il y a des acteurs qui n'existent pas et qui vont être fondamentaux pour que eux puissent mettre, c'est pas juste mettre à l'échelle, mais il faut mettre à l'échelle pour que ce soit périn quand on fait de la farine. Tu sais, c'est pas en vendant 3-4 petites poches de farine. Et donc, je pense plus en termes d'écosystème d'affaires, en fait. C'est peut-être ça. Je sais pas, peut-être Geneviève, elle a des réponses là-dessus. J'ai Geneviève et puis Olivier. C'est peut-être une ébauche de réponse. En tout cas, je ne pouvais pas m'empêcher, Martine, quand tu parlais de penser au projet de Réemploi Plus au Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que j'ai l'impression qu'ils font ça un peu de base, puis c'est dans les matériaux de construction, parce que, en fait, c'est différents acteurs de la région qui se mettent ensemble, puis qui développent un peu cette chaîne-là, chacun à partir de leur propre expertise. Donc, j'ai l'impression que, ce que Solène dit, oui, mais que aussi à travers les projets pilotes conçus, on va avoir certains exemples. En tout cas, c'est pas reproductible, copier-coller ailleurs, mais dans l'économie circulaire, je pense que cette question-là de la chaîne de valeur, elle vient presque automatiquement sur le tapis, puis voir au moins à travers les 5 projets pilotes qu'on a. Puis là, dans la phase 2, on va aller encore plus sur les matériaux de construction. Fait comment il y en a qui le réussissent? Ça aussi, je pense que c'est quelque chose que le TIES peut faire, essayer d'identifier comment certains le réussissent, ce développement-là, en même temps d'une entreprise, mettons les quincailleries de Réemploi Plus, mais en même temps de toute cette chaîne-là d'acteurs qui se mettent ensemble. Fait j'ai évidemment pas la réponse, mais je pense qu'il y a des réponses qui sont en train de se faire sur le terrain. J'ai Olivier. Oui. Bonjour. À Montérégie-Ouest, nous autres, en fait, la question, justement, quand on parle de susciter le développement de nouvelles entreprises, on travaille sur, justement, l'enjeu du textile. On a un projet avec le CREM, là, Conseil régional de l'environnement de la Montérégie, qu'on est en train là, de mettre en place pour un peu, justement, se faire un peu de savoir et de connaissances sur qu'est-ce qui se passe réellement dans cette sphère-là, puis de comprendre un peu, justement, où sont les gisements, les embûches et les problématiques. L'enjeu principal à la base de tout ceci, c'est de susciter l'urgence, puis de susciter surtout l'intérêt pour des promoteurs potentiels. Puis c'est là, en fait, que réside le nœud du problème. Le nœud du problème étant, il y a des savoirs d'une part, puis d'autre part, pour susciter un peu la transformation, la mise à niveau par rapport à une nouvelle solution d'affaires, il faut qu'il y ait des entrepreneurs qui lèvent la main et qui se mettent à l'avant-plan par rapport à ça. Or, nous, l'expérience présentement montre que c'est extrêmement difficile. On est en pénurie de main-d'œuvre. On n'est pas dans un modèle favorable si on veut, l'arrivée de nouveaux modèles d'affaires sur le territoire. Ce n'est pas un moment dans l'histoire du Québec qui va être favorable à ça dans les 10 prochaines années. Donc, la solution sur laquelle nous, on met, c'est un peu la question d'interpeller les acteurs qui sont déjà actifs, qui sont déjà en place sur le territoire, plutôt que de repartir à zéro avec des nouveaux promoteurs qui pourraient lever la main puis s'identifier tout ça, etc., quitte à créer de l'embauche par projet, par projet connexe à une entreprise existante ou tout ça. Mais ça va être la stratégie, nous, par exemple, sur le terrain ici, qu'on va promouvoir davantage au courant des prochaines années, plutôt que de partir de zéro et d'avoir aucun promoteur là, qui lève la main.
Mais ça va être un enjeu majeur, honnêtement. Là, je vous dis, j'ai peu d'espoir qu'on va attirer beaucoup de nouveaux acteurs dans ce contexte-là. Mm. Je ne sais pas, moi, ça me fait penser à l'initiative de la Ville de Montréal qui vient de lancer un appel à projets pour des projets éco et sociaux dans la filière, par exemple, du textile ou de la construction. C'est comme, des fois, c'est l'œuf ou la poule. Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait des projets ou alors on suscite en donnant un soutien, notamment financier ou autre. Donc, je ne sais pas s'il y a peut-être Joanne ou Stéphane qui sont là, mais ça peut être aussi une façon de stimuler l'émergence dans des filières où il y a quand même, où ce n'est pas encore pour l'instant évident de percer, de stimuler l'émergence d'un réseau d'affaires et de nouveaux projets. Alors, j'ai Mélissa. Oui, bonjour à tous. Oups, on va ramener ça dans la sphère professionnelle. En fait, pour répondre un petit peu à Martine puis aux interrogations que vous posez sur l'œuf ou la poule, je trouve ça intéressant parce que c'est notre pain quotidien d'accompagner les entreprises à travers leurs différentes initiatives. Puis souvent, l'appât du gisement va être présent. C'est-à-dire, on voit un gisement puis on se dit, ouh, il y a un potentiel. C'est une bonne piste de réflexion, mais on n'attire souvent pas les bons joueurs de cette façon-là. Donc, l'expertise devrait parler. Si chaque joueur comprend, connaît où est sa force, où sont ses faiblesses, il va pouvoir se mettre en œuvre dans une filière, il va pouvoir contribuer de manière positive. Ça rebondit sur le commentaire d'Olivier, de dire si on n'a pas les bons joueurs en place pour attirer des joueurs complémentaires, il faut comprendre où sont les forces et faiblesses, les expertises de chacun, sans strictement regarder le gisement. Ça, c'est un danger potentiel qui nous guette. Pour avoir accompagné une filière justement avec les microbrasseries et la farine à travers toutes les microbrasseries montréalaises, un joueur comme Stillgood et un joueur comme Tricycle, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont une connaissance fine de ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ne savent pas faire et des joueurs qui devraient être complémentaires à eux. Et donc, à ce moment-là, ils sont ouverts aux différentes opportunités en toute connaissance de cause. Donc, quand on veut accompagner des projets en pré-démarrage, c'est certainement un conseil qui peut être judicieux d'essayer de comprendre quelle serait leur place dans l'écosystème et pourquoi ils adoptent un modèle d'entreprise, de structure d'entreprise plutôt qu'un autre. Quand on adopte le modèle coopératif, on doit comprendre pourquoi et les tenants et aboutissants d'être dans un modèle coopératif versus une entreprise d'économie sociale structurée sous forme d'OBNL, par exemple. Donc, il y a beaucoup de connaissances de base à aller chercher pour être complémentaires à des joueurs déjà existants. Merci Mélissa. Moi, à quoi ça me fait penser en termes de plan de transfert, c'est que ça serait intéressant d'avoir des ateliers avec, par exemple, des accompagnateurs pour affiner la compréhension de c'est quoi les meilleurs outils et conseils qu'on peut offrir à des projets en pré-démarrage. Puis ça rejoint un petit peu les différents éléments que tu soulignais, Mélissa. J'ai David. Oui, bonjour tout le monde de l'IDP, l'Institut de développement de produits. Je reprends la perche qui a été lancée sur la question on le voit beaucoup dans l'entrepreneuriat, quand il y a une opportunité, une idée qui est lancée par une start-up, souvent il y a les acteurs autour, puis la notion de chaîne de valeur. Puis l'IDP étant aussi assez actif dans l'écosystème entrepreneurial, ce que je constate aussi là-dedans, c'est qu'il y a des parallèles très forts. Il y a des startups qui arrivent avec des nouvelles idées assez radicales, disruptives, pas sur des éléments forcément de développement durable ou d'économie circulaire, mais en même temps, dans cette nouveauté-là qui essaie d'amener dans un marché, ce qui fait, ou ce que je constate souvent qui est des facteurs de succès, c'est l'alignement aussi avec le besoin du marché. C'est ne pas essayer trop de pousser sa solution et de dire que parce que nous, on s'y intéresse, tout le monde va s'y intéresser. Puis, c'est de voir comment est-ce qu'il y a un alignement déjà dans le marché ou comment est-ce qu'on peut répondre à un besoin latent et d'aller capter cette valeur-là du besoin latent à travers, oui, la question de la chaîne de valeur de différents acteurs. Donc, d'avoir une vision très globale, outre l'élément ou son élément de solution, puis d'aller faire les bonnes validations, d'aller faire les bonnes réflexions marché, terrain, très, très en amont. Puis ça va donner un coup de main. En fait, c'est ce qu'on voit qui donne un coup de main beaucoup aux entrepreneurs, peu importe le type de nouveauté qu'ils essaient d'amener au marché.
Donc, ensuite, si on prend des éléments plus spécifiques de l'économie circulaire sur une problématique ou un gisement en particulier, je pense que, un peu comme mentionnait aussi Mélissa, c'est très similaire. C'est allons voir où sont les besoins dans le marché, parce qu'il y en a très, très peu d'entreprises qui peuvent se permettre de créer le besoin. Puis encore là, quand on pense à des grandes entreprises qui ont réussi, en même temps, ils n'ont pas forcément créé le besoin, ils ont saisi l'opportunité de quelque chose qui existait déjà. Donc, c'est de le comprendre, puis de l'amener, puis de le construire d'un aspect global, d'avoir les bons joueurs, donc les notions de chaîne de valeur, les notions de groupe d'acteurs, puis quels sont les besoins réels, puis ensuite d'aligner sa solution, puis tu as tout le temps un équilibre un peu entre oui, je veux amener une idée au marché, mais d'un autre côté, qu'est-ce que le marché veut, puis de trouver cet équilibre-là. Et ça est, je dirais pas la recette de succès, mais une manière qui contribue au succès des entrepreneurs. Puis on en voit beaucoup, les entrepreneurs qui arrivent qui arrivent déjà avec un prototype, déjà avec une idée, puis qui veulent amener leur prototype au marché, bien, c'est souvent ceux qui vont faire quelques pas avant de se rendre compte qu'ils doivent en faire 3, 4 en arrière. Puis ces éléments-là en arrière, c'est la compréhension du besoin, c'est le marché, c'est la dynamique des acteurs présents, puis on le voit, puis on travaille aussi beaucoup en éco-conception et même dans les entreprises existantes, la valeur environnementale, elle est souvent un élément d'améliorer ce qui existe déjà. Puis c'est difficile en ce moment de vendre la valeur environnementale pour la valeur environnementale. Donc, comment est-ce que les éléments des projets qu'on veut amener peuvent aider à réaliser leurs objectifs, quelque objectif soit-il? Donc, c'est toute cette approche-là, je pense, qui peut donner un coup de main à comment on amène cette progression-là, cette acceptabilité-là pour des projets clés en économie circulaire. Merci, David. Il resterait le temps pour une dernière intervention, si quelqu'un souhaitait prendre la parole sur ce sujet-là. Sinon, on passerait au prochain point. Non, 1, 2, 3, c'est bon pour tout le monde. En tout cas, ce que je retiens du côté du TIES, c'est que nous, on est peut-être moins dans un rôle de développement, mais nous, ce qu'on peut faire dans notre travail, c'est justement de documenter dans différentes filières, les différentes boucles, chaînes de valeur, qui sont les acteurs en économie sociale ou les acteurs privés, publics qui peuvent intervenir, de donner accès à l'information sur les freins, leviers et d'aider à ce que les accompagnateurs d'entreprises soient bien outillés à accès à une information à jour. C'est ce que je vois que du côté du TIES, on pourrait faire et qui ait un effet levier. Voilà, en tout cas, c'était un premier tour de roue. On va continuer à travailler ce plan de transfert et puis on vous présentera bien sûr une version plus aboutie. Alors, il reste 2 rapides coups de sonde sur 2 autres sujets. La question des données sur les entreprises d'économie sociale dont le modèle d'affaires repose sur l'économie circulaire. Alors, le déclencheur de ce sujet s'est fait lors du dernier bureau d'audience publique sur l'environnement sur la gestion des résidus ultimes. Dans ce cadre, avec Anne-Sophie Duchantier, nous cherchions certaines données comme le nombre exact de ressourceries au Québec et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas une connaissance fine du portrait. Alors, la question qu'on s'est demandée, c'est serait-il pertinent de réaliser un portrait des entreprises d'économie sociale et circulaire? Si oui, qui pourrait par exemple nous accompagner pour ce mandat? Est-ce que ce serait utile? Nous, ce qu'on voyait, c'est que les résultats pourraient être utilisés et valorisés justement par le biais des outils de transfert qu'on va faire dans les 2 prochaines années. D'avoir des chiffres, des données, ça peut nous aider justement à mieux rendre visible ce qui se passe et à mieux valoriser les initiatives sur le terrain. Donc, voilà, on était curieux de vous sonder et j'ai Amélie. Merci Solène. J'ai aussi commencé à faire l'exercice dans le cadre de la rédaction du mémoire pour le BAP pour essayer d'avoir un peu des données sur les impacts économiques du réemploi au Québec. Puis juste avec quelques données préliminaires, c'est quand même intéressant. Il y avait la table de concertation sur le textile, donc plusieurs organisations, mais elles ne sont pas toutes en économie sociale, cela dit. Écocéno, la Recycdon également. Puis
ça donne quand même de l'information sur quand on peut mettre en relation le tonnage, par exemple, de matériaux qui est réutilisé, le nombre d'emplois et la création d'emplois par quantité, notamment, qui est une donnée qui est super intéressante. Puis, c'est des informations qui sont quand même disponibles si on pense aux ressourceries. Puis, je pense qu'il faut se poser la question aussi, ça a été soulevé dans le chat, mais est-ce que certaines friperies qui se définissent comme des friperies répondent à la définition qu'on a d'une ressourcerie? Puis, à ce moment-là, est-ce que ça élargit aussi le bassin potentiel de ressourceries au Québec? Puis ça nous amènerait bien au-delà du 20 qui est estimé en ce moment. Et donc, je pense que si on avait des données, ça donne des arguments super utiles sur l'impact environnemental, l'impact social aussi des ressourceries donc, dans le secteur du réemploi. Donc, je pense tout à fait que ce serait pertinent. La manière de le faire, c'est possible, notamment avec des contacts individuels, mais dans les rapports annuels, on a également quelques données sur le nombre d'emplois, le chiffre d'affaires. Donc, il y a quand même moyen de colliger certaines informations juste avec ce qui est disponible en ligne. Merci beaucoup, Amélie. Puis j'ai l'impression, si on se lance dans un petit mandat qui vise à réaliser un portrait, s'il y a un petit sous-comité, on va t'inviter, Amélie, c'est certain. J'ai Olivier Marc-André. Oui, comme je mentionnais tantôt rapidement, en fait, en Montérégie, avec le CREM sous peu, on va annoncer en fait qu'on va partir une démarche de concertation sur le textile dans le but justement d'aller analyser tout ce qui est la question du tonnage de textile qui est récupéré, réutilisé en Montérégie, puis d'avoir un petit peu justement la qualification de ce côté-là, qu'est-ce que ça implique comme impact environnementaux. On sait que Recycle Québec a quelques portraits de la situation par rapport à ça, mais qui sont incomplets. Mutrec a été justement une concertation nationale, provinciale pour un peu documenter davantage cet enjeu-là. Cela étant dit, pour la question des entreprises d'économie sociale en tant que modèle d'affaires qui repose sur l'économie circulaire, ce que je vois sur la diapo actuelle. Je pense que les pôles d'économie sociale à travers la province peuvent faire un effort de recension qui peut venir complémenter, dans le fond, l'effort de recherche. D'autre part, il y a un enjeu de définition, comme on l'a vu. Je pense que ressourcerie, il y a un concept général qui est adopté à ça, mais il n'y a pas d'association de ressourcerie au Québec. Il n'y a aucun répertoire qui existe pour vraiment, si on veut, colliger de l'information par rapport à ça, surtout sur l'enjeu, si on veut, du textile, en termes de récupération et de vente de seconde main. Je pense que là-dessus, on a déjà, juste sur ce chantier-là, on a énormément de travail à faire déjà pour se faire une compréhension mutuelle là-dessus. Puis au final, ce que je dirais, c'est que c'est ça, l'économie seconde main, c'est principalement le textile qui est une des sources de déchets les plus, si on veut, redoutables au Québec. Quand on regarde ce que Recycle Québec a fait comme portrait, puis je pense qu'il y a Mutrec aussi, il y a des stats là, par rapport à ça qui le fait. En tout cas, moi, je nous encouragerais, déjà, si on veut identifier un secteur ou un domaine là, en termes de gisement ou de potentialité, je pense que le textile, déjà là, juste ça, c'est un enjeu majeur pour le Québec de demain. Si on peut déjà s'attaquer à ça, ça serait déjà, en tout cas, moi, personnellement, je trouve que ce serait déjà un gros pas en avant pour l'ensemble des organisations qui travaillent en, c'est ça, valorisation de modèle d'affaires 2.0 en lien avec ça. Merci, Olivier. J'ai Marc-André et Geneviève, je crois que c'est une vieille main. C'est plus un secteur qui pourrait être intéressant d'être sondé. Il y a à mon avis, un marché à exploiter qui est celui de la gestion des écocentres et de voir quel modèle au Québec, quel modèle de gouvernance ont les écocentres. Dans le fond, il y en a un certain nombre qui sont gérés aussi par des entreprises d'économie sociale, d'autres par le privé, d'autres par les municipales. Et je sais que le mouvement de l'économie sociale souhaite aussi se rapprocher du milieu municipal. Et par rapport à ça, mais il y a une expertise qui est peut-être aussi transférable dans le milieu municipal. Et quand on est dans une logique de changement d'échelle, de travailler plus proche avec un écocentre, ça permet aussi de développer des ressourceries, ça permet de développer des matériothèques. Donc, il y a là l'accès au gisement, c'est un enjeu. Et l'accès au gisement a un coût raisonnable aussi. Donc, fait que de pouvoir regarder les modèles d'affaires des écocentres permettrait aussi de faire du développement d'affaires, à mon avis. Merci Marc-André. Donc plusieurs, je pense, angles pour qui pourraient se retrouver dans ce portrait. Est-ce qu'il reste du temps pour une dernière intervention? Si vous souhaitez prendre la parole. En tout cas, ce que j'entends, c'est que oui, ça serait bon d'aller chercher plus de données
Et après, bon, bien sûr, il y aura tout un travail de définition et de circonscription de ce qu'on peut aller chercher dans au moins une première phase, quitte à ce que ce soit ensuite aller chercher, élargir cette recherche par après. On va certainement, sur cette question-là, créer un petit comité ad hoc. Il y a déjà le chantier, Anne-Sophie qui était là. Si vous êtes intéressé par cette question, simplement peut-être le dire à Geneviève dans le chat et je pourrais regarder la composition de ce comité ad hoc si vous souhaitez y prendre part. Alors, ça nous amène à notre dernier petit coup de son. Je pense à Amélie et Marc-André, c'est des vieilles mains, n'est-ce pas? Oui, parfait. Dernier point de discussion, c'est sur l'évaluation et la mesure des retombées environnementales. Alors, le constat, c'est que pour certains acteurs, il manque d'outils ou en tout cas d'homogénéité dans les façons d'évaluer les retombées environnementales des projets. On peut penser, par exemple, comme on co-anime une communauté de pratique des ressourceries au Québec, on s'est rendu compte que personne n'utilise exactement les mêmes chiffriers, les mêmes outils, exactement les mêmes pratiques. Donc, quand on doit parler le même langage, parfois, on ne se comprend pas toujours. Et puis, il y a aussi certaines particularités pour des domaines comme le réemploi. Alors, on a commencé à travailler sur cette question avec le CTTUI, avec Julien Beaulieu, qui est dans le comité de suivi. Il a fait réaliser une ébauche d'un outil de calcul des gaz à effet de serre vraiment dédié au réemploi. Mais le constat, c'est que finalement, pour aller plus loin, il manquait de temps, de structure, ça prenait plus d'ampleur. Et donc, si on veut pouvoir mener cette réflexion plus loin, il va falloir peut-être qu'on la structure davantage, qu'on ait cherché du financement. On pense que c'est vraiment quelque chose d'important, notamment dans le modèle d'affaires de certains acteurs, parce que pouvoir démontrer, par exemple, des acteurs publics, les retombées environnementales d'un projet, ça a des effets sur le modèle d'affaires. Donc, on pense vraiment que c'est quelque chose qu'on devrait creuser, mais on était curieux d'avoir votre avis là-dessus et si vous aviez des pistes pour aller plus loin, programme de financement, etc. On est tout à fait preneur. Alors, Gilles, Daniel. Oui, en fait, c'est intéressant évidemment de développer des outils pour permettre de voir un peu quelle est la contribution des projets d'économie circulaire à la réduction des GES. Mais le focus, je dirais, principal d'un projet d'économie circulaire, c'est d'abord sur les ressources. Ce qu'on veut, c'est être capable d'accroître la productivité des ressources qui sont déjà dans l'économie pour réduire la ponction de ressources vierges en amont. Alors, si on n'a pas d'indicateurs sur ça, on rate un peu, je dirais, la cible. Le problème, c'est qu'en ce moment, on a très peu d'indications sur les flux de matière qui rentrent sur le territoire québécois. Ça a été fait de manière un peu avec les outils dont on disposait pour mesurer la circularité du Québec, mais l'exercice a permis de révéler qu'il y a quand même beaucoup de données manquantes. La question des données est un chantier en soi, non seulement pour le Québec, mais pour le reste du Canada, le reste de l'Amérique et la planète au complet. Il n'y a pas encore de base de données, d'inventaire, de flux de matière qui permettent à des entreprises, des gouvernements, de territoires de faire des analyses de flux de matière puis de voir, d'anticiper un peu la contribution d'initiatives d'économie circulaire à la réduction des besoins en ressources vierges. Ce que je veux dire, c'est que, bon, il y a un réseau de recherche qui est en train qui va se constituer, en fait, on l'espère, au cours des prochains mois. Là, il y a les fonds de recherche du Québec ont fait un appel, évidemment, à contribution de la part des universités pour monter un tel réseau. Il y a un projet qui a été déposé en avril dernier par, je dirais, le CERIEC et ses partenaires. On a 110 chercheurs qui ont répondu à l'appel de 16 universités, 6 collèges. Et la question des données fait partie
d'une éventuelle programmation de recherche qu'on va mettre en œuvre. Donc, je dirais, c'est un peu plate ce que j'ai à dire, là, mais de développer rapidement des outils pour répondre aux mesures de progrès d'initiatives d'économie circulaire, c'est un petit peu difficile. Il va falloir un peu aller au rythme de la recherche là-dessus. On peut utiliser de façon, comment dirais-je, intérimaire, des outils comme celui que développe le CTTI sur la question des GES ou une analyse environnementale de cycle de vie là, pour permettre de voir globalement quelle est la réduction des impacts environnementaux reliés à une initiative particulière. Mais dans je dirais, la méthodologie d'analyse de cycle de vie, je dirais la question de l'impact sur les ressources est quand même relativement faible là, dans le modèle actuel. Encore une fois, parce qu'on ne dispose pas de toutes les données. Donc, il va falloir y aller, je dirais, de manière un petit peu à l'aveugle pour la suite, là, en tout cas pour les prochains mois, même, je dirais, années. Là, le réseau en tant que tel de recherche, en principe, il va être bâti dans un premier cycle de 5 ans. Fait qu'il va falloir suivre un petit peu l'évolution, je dirais, des connaissances là-dessus. Puis, au fur et à mesure, essayer peut-être d'encourager les chercheurs à développer des outils qui permettent aux entreprises d'économie sociale et les autres qui participent à l'économie circulaire de pouvoir disposer là, de ces outils-là pour les aider à aiguiller leurs efforts. Mais pour l'instant, c'est complexe. Puis on peut commencer à petite échelle. Par exemple, on pourrait imaginer, et là, je lance le message à la Ville de Montréal, là, mais je veux dire, si on pouvait faire déjà une analyse de flux de matière à l'échelle de l'agglomération de Montréal, mais on aurait déjà là des premières données qui pourraient nous aider à voir quel est l'impact des projets d'économie sociale / économie circulaire sur le territoire de l'agglomération de Montréal. Mais à l'échelle du Québec, ça va être un peu plus long. Fait que je pense qu'il faut y aller progressivement. Voilà, c'était le message que je voulais livrer sur la question des mesures des retombées. Merci Daniel. Je vais prendre l'intervention de Marie-France et puis de Martine. Oui, bien, c'est ça. Sans enlever toute la pertinence de ce que Daniel dit par rapport à une analyse plus complète, plus pointue, je dirais qu'au niveau des projets, on a effectivement besoin de données pour mettre de l'avant, bon, qu'est-ce qu'on permet de générer comme retombées. Je vous donne l'exemple d'Incertec. En 2011, il y a une analyse de cycle de vie qui a été faite sur justement les ordinateurs, comparer la stratégie du recyclage versus le réemploi pour les appareils informatiques, principalement les ordinateurs, les tours, les portables. Puis nous, ça nous a permis ensuite de mettre de l'avant justement certaines données quand on approche des clients au niveau de l'approvisionnement, au niveau des gisements. Bien, ça nous donne des données. Sauf que, bon, 2011, ça commence à dater, la technologie a évolué, on aurait besoin de nouvelles données. Il faut qu'on se garde à jour. Donc, Incertec travaille plutôt avec les données d'un mouvement en Angleterre qui s'appelle le Restart Project. Puis, je pense que là-dessus, il y a peut-être justement une piste de voir à un niveau international les analyses de cycle de vie qui sont faites sur certaines matières pour nous permettre d'aller chercher une estimation des retombées qu'on peut générer par le réemploi sur certains types d'objets ou de produits. Donc, c'est peut-être la mutualisation finalement d'informations, de données, peut-être peut avoir un poids à ce niveau-là. Si je peux répondre aux commentaires de Marie-France, en fait, c'était mon point, c'est-à-dire qu'on peut, avant même d'avoir ces bases de données de flux de matière, utiliser l'ACV pour nous aiguiller. Mais les données qui sont issues d'une analyse de cycle de vie sont des données théoriques. Donc, quel est l'impact potentiel de notre activité? Parce que, évidemment, en fait, on ne répond pas avec souvent, on n'a pas de données locales. On utilise des données génériques internationales pour nous aider à prendre nos décisions, mais on n'a pas de mesures, je dirais, fiables et directes de notre activité sur, par exemple, la réduction d'utilisation de ressources vierges. On va avoir plus globalement une réponse sur quelle est, si on met en œuvre telle ou telle initiative par rapport à, par exemple, dans ton cas à toi, le fait d'allonger la durée d'usage des produits informatiques. Qu'est-ce que ça veut dire en bout de ligne si, effectivement, on n'a pas besoin de prélever des ressources vierges pour bâtir des nouveaux ordinateurs pour répondre aux besoins du marché?
Alors là-dessus, oui, on peut faire une analyse comparative puis avoir, je dirais, les grandes tendances, mais on ne peut pas nécessairement mesurer de façon concrète, fiable, quel est l'impact d'Incertec sur l'extraction des matières premières pour produire des ordinateurs pour le Québec, par exemple. Chose qui serait intéressante de voir éventuellement à l'échelle du Québec si on multiplie, par exemple, des initiatives comme celle d'Incertec. Qu'est-ce que ça veut dire justement sur le non-recours aux ressources vierges pour le territoire québécois dans l'utilisation des ordinateurs? Ça, on n'a pas la capacité de faire cette étude-là pour l'instant. Et on espère qu'en bout de ligne, là, avec l'avènement de bases de données d'inventaire de flux de matière, on puisse le faire au niveau local, au niveau national puis au niveau international. Mais l'ACV est un bon outil intermédiaire là, pour nous aider à orienter nos décisions, mais ce sont encore une fois, ça nous donne des réponses théoriques. Donc, j'ai Martine. Ben, moi, je vais complexifier les choses. Il ne faut quand même pas qu'on oublie aussi que c'est les entreprises d'économie sociale, il y a une dimension territoriale, on est au TIES aussi. Et je pense qu'il ne faut pas, je n'utiliserai pas le mot impact ici, je vais plutôt peut-être utiliser, il y a toute une réflexion et des outils au TIES sur la mesure, l'évaluation, la mesure des impacts sociaux, territoriaux. Moi, je vais peut-être parler plus des effets que des impacts nets, en fait. Et je pense qu'il ne faut pas oublier ça non plus, les effets sur l'emploi, sur le développement des territoires. Il ne faut pas passer à côté de ça. C'est quand même un projet économie sociale et économie circulaire. Et donc, dans l'économie sociale, il y a, je dirais même pour certains types d'entreprises d'économie sociale, c'est d'abord l'effet social qu'ils recherchent. Puis bien des ressourceries, c'est d'abord l'effet social, celles qui sont, par exemple, dans l'insertion, etc. Puis après, c'est les questions environnementales, mais il ne faut quand même pas l'échapper. Ça devient juste compliqué, mais peut-être qu'il faut réfléchir aussi, pas qu'en termes d'impact, mais en termes d'effet aussi et avoir bien ça en tête aussi. Juste pour te rassurer, Martine, si je n'ai pas parlé ce matin de l'aspect plus de l'évaluation en mesure d'impact social, c'est qu'on est un peu plus outillé. On avance justement, il y a un travail en cours avec les ressourceries sur le territoire des Laurentides. On accompagne aussi 2 projets Réemploi Plus et en ce moment Hérocycdon sur l'évaluation et la mesure des impacts sociaux. Donc, on est un peu plus en maîtrise de ces éléments-là. Par contre, je sentais que du côté de l'évaluation de la mesure des retombées environnementales, c'était moins notre expertise puis que ça pouvait tomber un peu dans une craque. Donc, c'est pour ça que je voulais le ramener ce matin et voir qu'est-ce qu'on était capable de faire. Moi, je me demandais, tu sais, si on est très humble sur ces questions-là, si ça vaudrait la peine de commencer par un petit état des lieux, par exemple, sur les acteurs du réemploi, qu'est-ce qu'ils utilisent actuellement comme outils, qu'est-ce qui leur manque, c'est quoi les meilleurs outils utilisés dans tout ce qui est, ou les meilleures pratiques dans tout ce qui est, puis déjà, est-ce qu'on peut essayer d'harmoniser un peu ça, juste comme la base en attendant qu'on aille plus loin et qu'il y ait des réseaux de recherche qui nous donnent des données là-dessus. Puis, il y a le volet plaidoyer aussi à ne pas oublier, à continuer. Je ne sais pas si ça pourrait être une première étape. Mais moi, c'est juste que j'ai une petite crainte. Dans la phase 2, on est sur des filières. Et il y a souvent un antagonisme entre filière et territoire. Si on fait de la filière, on a le risque d'oublier le territoire parce que la filière, souvent, on ne la regarde pas d'un point de vue territorial. Et là, je trouve qu'il y a un risque un peu de dérive par rapport à ce qui est le projet ici, là. C'est un petit risque, mais souvent, on oppose territoire ou si on est plus filière, le territoire prend moins de temps. Si on est territoire, on est beaucoup plus communauté que filière. Donc, c'est peut-être plus un élément à un peu garder en tête. Ouais. Oui, c'est bien noté. Tu nous rappelleras, Martine, régulièrement. Tu nous ramèneras à l'ordre. Ok, bon, je pense qu'on va clore le point comme il est 11h57. Ça nous donne quelques pistes pour la suite, puis pour continuer à penser nos travaux sur ces différents sujets. Justement, concernant les prochaines étapes, on vous proposerait un prochain comité des partenaires
à la fin de l'automne. Et puis, je vais vous envoyer l'enregistrement et un petit questionnaire, puisque aujourd'hui, il y avait des gens qui ne sont ni dans le comité de suivi, ni dans le comité des partenaires. Donc, j'aimerais connaître l'intérêt de chacun et chacune à poursuivre et à suivre les travaux. J'adapterai en fonction les différents formats par lesquels on peut continuer à vous tenir au courant. Il y aura peut-être des comités ad hoc sur certains éléments, une infolette, etc. Et puis, je vous sonderai aussi sur les petites nouvelles pertinentes qui sont passées dans vos réseaux dernièrement et qu'on pourrait partager avec tous les membres du comité aujourd'hui. Donc, je sais que je ne vous ai pas donné le temps de faire un bon tour de table comme on était plus nombreux et que c'était vraiment un moment de mise à jour. Mais je vais donc vous partager là très prochainement ce petit questionnaire et puis l'enregistrement de la séance aujourd'hui. Et je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je vous souhaite un très, très bel été sous un signe un petit peu du déconfinement, on peut le dire. Et puis, on va vous tenir au courant, c'est ça, pour la suite, les prochaines étapes. Et voilà, ça clôturait. 11h59, pour une fois, j'ai réussi à tenir un timing serré. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et puis bon été. Oui. Tant que j'y pense, j'avais une liste courriel, mais je sais que certaines personnes sont venues sous l'invitation de d'autres personnes. Alors, j'espère, si vous ne faites partie d'aucune liste courriel et que vous n'avez pas été invité, par exemple, par Marc-André ou encore Evan ou encore Jennifer, je vous invite dans le chat à me laisser votre courriel pour pas que je perde votre trace et je vous ajouterai à la liste courriel collectif commune. Voilà. Ben, merci. Merci. Et puis, Merci à merci. tous. Bye. Merci. Bye bye. Bye. Geneviève, tu Oui, veux... oui, bien sûr que je reste.